Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode de l'actualité spatiale. Aujourd'hui nous allons nous attaquer à un sujet épineux et pas des moindres, un sujet glissant, à savoir le racisme dans l'espace. Ne rigolez pas, c'est très sérieux. Avant de commencer, un petit peu de contexte me semble nécessaire. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques semaines se déroulent des manifestations sociales aux États-Unis. Tout un tas de revendications sociales ont été proclamées par les manifestants afin de changer les attitudes et les choses. Et ces revendications sont allées jusqu'à la NASA, l'agence spatiale américaine. Quand un objet céleste devient suffisamment populaire et étudié par les scientifiques, on lui donne un surnom qui, dans l'écrasante majorité des cas, sera ensuite utilisé par tout le monde. Cependant, ces surnoms ne changent en rien leur classification administrative, leur appellation scientifique. Prenons par exemple NGC 2392, une bien belle nébuleuse planétaire qui porte ce nom car elle est classée comme le 2392e objet répertorié dans le New General Catalogue. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le New General Catalogue, c'est l'un des plus grands catalogues d'objets célestes et l'un des plus connus et utilisés par les scientifiques. Et son acronyme est NGC. Le problème social que pose NGC 2392, c'est son surnom, la nébuleuse de l'Esquimau. Un Esquimau est un habitant de certaines régions du Canada et de l'Arctique, mais il a été jugé raciste par certaines personnes parce que le mot Esquimau vient tout droit du passé colonialiste des États-Unis et de l'Europe. Utiliser ce surnom donne donc à la NASA le statut de raciste. Deux autres exemples sont NGC 4567 et NGC 4568, deux galaxies spirales en interaction gravitationnelle. Elles sont parmi les plus beaux objets que l'on peut trouver dans le New General Catalogue. Je ne sais pas vous, mais moi je les trouve magnifiques. Leur surnom pose en revanche problème aujourd'hui puisqu'on les appelle les galaxies siamoises. Ces deux objets célestes possèdent leur surnom depuis des dizaines d'années, mais la pression sociale a été tellement forte envers la NASA que cette dernière a été obligée de se plier à ça et a annoncé changer ses noms. Je vais citer Thomas Zurbuchen, je sais pas trop comment ça se prononce, l'un des hauts membres de l'agence américaine. Je soutiens notre réévaluation continue des noms par lesquels nous faisons référence aux objets astronomiques. Notre objectif est que tous les noms soient alignés sur nos valeurs de diversité et d'inclusion, et nous travaillerons de manière proactive avec la communauté scientifique pour y contribuer. La science est pour tout le monde, et chaque facette de notre travail doit refléter cette valeur. Forcément, ces déclarations ont fait polémique parce que certains ont fait remarquer, et à juste titre, qu'il est inutile de traiter la NASA de raciste uniquement parce qu'elle utilise des surnoms. Parce que des noms qui peuvent choquer certains SJW dans l'espace, il y en a partout. Mais quand je dis partout, c'est partout. Partout, 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 absolument partout. Y compris dans le système solaire. Prenons par exemple les planètes et les lunes. Tous ont des noms qui viennent tout droit de la mythologie latine ou grecque. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Pluton, Vesta, Junon, etc., etc. Tous sont des dieux et des déesses, et tous sont associés à des histoires mythologiques qu'on apprend au collège. Et certains flirtent pas mal avec le viol, le meurtre, le cannibalisme aussi, l'inceste, la guerre et tout un tas de choses joyeuses. Ce que je veux dire par là, c'est que si on veut changer des noms du simple fait qu'ils ne sont pas inclusifs, autant changer énormément de noms. Ces revendications sont allées encore plus loin. On n'a pas que des objets du ciel profond. À la surface lunaire se trouvent des centaines de cratères qui portent quasi tous le nom d'astronomes célèbres dans l'histoire. Deux d'entre eux posent problème, le cratère Stark et le cratère Lennard, du nom de Johannes Stark et Philippe Lennard. Si des gens veulent décanoniser ces noms de cratères, c'est parce que ces deux messieurs ont travaillé avec un certain régime politique des années 1940. Mais réfléchissez un petit peu. Est-ce que vous pensez réellement qu'on a donné le nom de Stark et Lennard des cratères lunaires parce qu'ils étaient nazis, ou tout simplement parce que c'étaient des éminents scientifiques ? Lennard et Stark sont des physiciens avec une grande connaissance qui ont beaucoup contribué dans les domaines comme la photoélectricité ou le nucléaire. Quant à Johannes Stark, ses travaux ont amené à être nommé pour un effet en physique nucléaire qu'on appelle l'effet Stark. Mais du coup, les physiciens qui étudient actuellement les propriétés de l'effet Stark, eux aussi sont problématiques. Si je devais faire une allégorie, sachez que l'exploration spatiale actuelle ainsi qu'une grande partie de la science de la propulsion chimique, telle qu'on la connaît aujourd'hui, donc les fusées, sont directement inspirées des missiles V2 nazis, et que sans son inventeur, à savoir Wernher von Braun,
on ne serait jamais allé sur la Lune. La conquête spatiale du XXe siècle possède un héritage scientifique tellement gigantesque qu'une grande partie de la technologie actuelle est directement inspirée de ça. Et tout ça en partant d'un missile balistique destiné à bombarder les populations civiles lors de la Seconde Guerre mondiale. Pour plus d'informations à ce sujet, j'ai déjà réalisé en avril 2019 une vidéo sur les missiles V2. Vous savez, chaque discipline scientifique a reçu une contribution de la part de tout le monde, venant de différents horizons, différents endroits, différentes idéologies. Ce qu'il en reste aujourd'hui, c'est leur héritage scientifique, pas idéologique ou politique. Et que si vous souhaitez changer des noms ou canceller des physiciens morts depuis longtemps parce qu'ils ne pensent pas comme vous à l'heure actuelle, il va falloir évincer un paquet de monde. Et au-delà de ça, quelle sera la démarche administrative pour changer ces noms? Est-ce que c'est la NASA uniquement, sans l'accord de l'Union astronomique internationale, ou c'est avec tout le monde? On a ensuite précisé que des spécialistes de l'inclusion allaient s'occuper de tout ça. Mais qui sont-ils au juste? Et surtout, qu'est-ce qui est jugé inclusif et qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce que là, cette définition est assez spectrale, tout le monde a un petit peu son avis sur le sujet. Dans l'absolu, si jamais la NASA veut changer des noms, à la limite c'est pas grave, je veux dire, il y a plus important dans la vie, on s'en fout. Par contre, le problème c'est de penser qu'en faisant ça, on va transformer la société en profondeur. Vu ce qui se passe dans le monde actuellement, il y aura toujours des incivilités, des guerres, du racisme, etc. Alors peut-être que c'est juste moi qui ai une vision un petit peu fataliste des choses, mais on ne peut pas nier le fait que même les pires ordures de l'histoire ont contribué à la science d'aujourd'hui. Je veux dire, en ce qui concerne les deux scientifiques allemands des années 40, on est tous d'accord pour dire que l'idéologie à laquelle ils adhéraient était nauséabonde. Je pense que je vais brusquer personne en disant ça. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne doit pas prendre en compte leur travail scientifique. Voilà, ce deuxième épisode de l'Actu Spatiale est à présent terminé, en espérant qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager mes vidéos si elles vous plaisent, à mettre un petit pouce bleu, à lâcher un commentaire, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques. À la prochaine!